Je ne participe pas au challenge des 7 minutes. Merci à François et son comité d'organisation de nous avoir réunis. C'était pour moi chargé de signification et d'émotion. Comment évolue le dopage? La réponse est très simple. On se dope de plus en plus. Il y a de moins en moins de contrôles positifs. Et donc, comment font les usagers pour polyconsommer et échapper au contrôle? Alors, je vais vous présenter 4 méthodes parmi beaucoup d'autres. En premier lieu, les microdosages sont connus, bien entendu, mais de plus en plus utilisés, de plus en plus spécifiés et de plus en plus validés. Par exemple, l'érythropoïétine, à très faible dose tous les 2 jours, amène 10% de gain de performance. Les transfusions sanguines, mini-transfusions sanguines de 135 ml, un gain de performance de 5%. Je vous rappelle qu'on est chez des athlètes de haut niveau, qu'un gain de performance entre 5 et 10% est extrêmement important. Corticoïdes restent antalgiques à faible dose. L'hormone de croissance, très faiblement dosée, reste anabolisante. Évidemment, le microdosage ne supprime pas les effets secondaires, en particulier thrombogènes. Lié au microdosage, la recherche de synergie. Donc, par exemple, les corticoïdes potentialisent les microdoses d'érythropoïétine en les masquant un petit peu. Vous connaissez la potentialisation croisée des anabolisants et de l'hormone de croissance. Et bien entendu, l'érythropoïétine ne fournirait pas une quantité intéressante d'hémoglobine sans une forte adjonction de fer. Là encore, inconvénient, la polyconsommation multiplie les effets secondaires. Troisième méthode utilisée, le repositionnement de molécules. Donc je vais vous reparler du facteur induit de l'hypoxie. Nous en avons déjà parlé. Vous connaissez cette protéine tissulaire, c'est une protéine de l'urgence. En cas d'hypoxie, en cas de déperdition globulaire, elle va favoriser l'expression des gènes, donc de la sécrétion d'érythropoïétine, du facteur de croissance vasculaire, de l'endothéline et du facteur de croissance insulino-semblable. Alors dans le cycle physiologique normal, elle est dégradée par une hydroxylase. Eh bien, il existe donc essentiellement à l'usage du syndrome anémique des insuffisants rénaux un stabilisateur de ce facteur induit de l'hypoxie qui bloque l'hydroxylase et qui permet au facteur de s'exprimer. Et donc les sportifs l'ont bien compris, mais évidemment la molécule a été détectable, interdite par l'AMA. Pour le sportif sain avec risque polyglobulique et risque thrombogène. Et ce qu'on voit apparaître depuis quelques mois, c'est l'apparition de variants, c'est très à la mode, de cette molécule, c'est-à-dire un repositionnement chimique minime qui garde les effets de stabilisateur à la molécule, tout en empêchant que pour l'instant elle soit détectée. Quatrième attitude, c'est la recherche d'effets secondaires de médicaments non interdits. Alors je pense que vous avez tous reconnu là la formule de la tinazidine, non? Qu'est-ce que c'est que la tinazidine? C'est un myorelaxant, c'est un sympathomimétique alpha, adrénergique, qui fait partie de la famille du catapressant. Donc je vous rafraîchis la mémoire, de la clonidine, c'est notre bon vieux catapressant. Et je vous rappelle que le test à la clonidine est étudié pour étudier la fonctionnalité de l'hypophyse avec production d'hormones de croissance. Et donc ce myorelaxant utilisé dans les pathologies neurologiques à forte composante spastique, la sclérose en plaques est aussi un médicament qui produit de l'hormone de croissance. À titre informatif, simplement sur sa fiche pharmacologique, donc, les risques sont bradycardie, hypotension, allongement de QT. Donc pour l'instant, c'est en polémique à l'Agence mondiale. Alors là, vous avez vu donc, la première tendance évolutive dans le dopage, c'est continuer à consommer, à polyconsommer sans être contrôlé positif. Il y a d'autres méthodes. Et le deuxième aspect de l'évolution du dopage, c'est le recours aux biotechnologies. Alors, en premier lieu, les neurosciences. Je ne vous rappelle pas le biofeedback par cohérence cardiaque, qui était une technique respiratoire pour accélérer la variabilité du rythme cardiaque censé coordonner de meilleure façon le cœur et le cerveau. Là, il s'agit de stimulation cérébrale magnétique qui se transforme au niveau du cortex en stimulation électrique. Et donc, on va cibler différentes zones du cerveau susceptibles d'améliorer dans un but de performance, donc l'apprentissage moteur, la force musculaire, diminuer la fatigue, augmenter la concentration,
augmenter la force mentale et la prise de décision. Tout ceci se passant sur des neurones supraspinaux de l'aire motrice primaire. Donc vous avez ici en rouge le cortex frontal où on a l'intention du mouvement qui se crée. Ensuite en bleu, le cortex prémoteur où se crée, si vous voulez, la répétition mentale du mouvement et la préparation à sa coordination motrice. Et puis en vert, le cortex moteur lui-même qui envoie l'ordre de contraction donc, aux différentes structures musculaires. Donc ceci résumé, cortex frontal, prise de décision, cortex prémoteur, coordination des mouvements, cortex moteur primaire, contrôle spécifique du mouvement, et au cortex frontal aussi, c'est l'aire de la concentration, bien connue chez les joueurs d'échecs. Alors tout ceci agit sur la plasticité cérébrale. De quoi s'agit-il? C'est la capacité pour des réseaux de neurones de modifier leur comportement et leur relationnel de façon plus ou moins durable en fonction donc de facteurs environnementaux. Et donc ces facteurs environnementaux peuvent être l'apprentissage, peuvent être l'entraînement dans un but d'améliorer donc une performance motrice, mais la stimulation magnétique cérébrale peut remplacer l'entraînement et jouer le même rôle que l'entraînement. Alors actuellement c'est peu utilisé, mais des sessions sont déjà programmées, ce sont des sessions de 30 minutes, en général des séances de 30 minutes pour une vingtaine de séances par session pour avoir un effet durable. Que se passe-t-il? Là, je vous montre par exemple ce qui a été fait sur une volleyeuse droitière, donc utilisant particulièrement son muscle deltoïde, et comparé à une coureuse à pied, droitière aussi, accessoirement, donc qui avait déjà, bien entendu, développé ce qu'on appelle les cartes corticales, donc ces cartes corticales qui témoignent de l'anatomie, en quelque sorte, de la superficie de ces réseaux de neurones qu'on va modifier. Vous voyez que, d'une part par l'entraînement, bien entendu, mais aussi par une séquence donc, de 20 sessions, vous voyez à quel point en haut à gauche, la volleyeuse, le deltoïde de la volleyeuse a été particulièrement avantagé, et donc ceci va pouvoir se développer tout en étant indétectable, même si pour l'instant la technologie est lourde. Et deuxième voie des biotechnologies, c'est la thérapie génique. Donc on a identifié plus de 150 gènes de la performance sportive. Les principaux que vous connaissez, c'est l'alpha-actinine 3 qui est capable donc de fabriquer des fibres rapides, le gène de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui régule la pression sanguine et le gène de l'hémochromatose pour le faire. Sachez que la thérapie génique par des facteurs de croissance est déjà bien avancée. Accessoirement, je vous signale au passage que le sport modifie favorablement l'expression de plusieurs gènes, en particulier le gène donc, qui s'occupe de la graisse abdominale. Et donc, je reviens en arrière. Donc, deux façons donc, de modifier l'expression génique endogène au niveau de la modulation chimique. Premièrement par les médicaments, mais c'est déjà en place, et on a déjà parlé par le passé de la cadésine, de l'ICAR. Vous savez que c'est un agoniste de l'axe PPAR-delta qui est utilisé dans la thérapie de la surcharge pondérale, mais qui, en recrutant des facteurs de transcription PPAR-delta, est capable d'augmenter les fibres lentes oxydatives et donc d'être en quelque sorte un facilitateur du gène de la performance en endurance. Autre méthode actuelle sur le fil, mais qui quand même pourrait entrer très vite dans les usages, c'est une modulation chimique par les injections d'ARN messager. Vous savez que le rôle de l'ARN messager, c'est de transporter le gène dans le cytoplasme pour que les ribosomes donc, fabriquent là la protéine d'intérêt. Eh bien, c'est tout à fait perçu en ce qui concerne la protéine de l'érythropoïétine. Et donc, une injection intramusculaire simple va permettre, dès le niveau musculaire, une fabrication de la protéine de l'EPO. Tout ceci avec un effet durable pendant une quinzaine de jours et, à mon avis, est difficilement détectable. Donc d'autres méthodes, bien entendu, qui sont un peu plus lointaines, encore que la méthode de transfert de gènes par virus inactivé a déjà pu être utilisée, surtout sous forme d'implants, qui permettent donc de transférer un gène, par exemple le gène
de l'alpha-actinine 3 qui produit les fibres rapides dans le muscle. Et si vous l'avez implanté, vous pouvez le retirer en évitant beaucoup d'ennuis secondaires. Vous pouvez aussi modifier des cellules génétiquement avant de les implanter, en particulier celles qui pourraient par exemple bloquer le gène de la myostatine. Vous savez que la myostatine est un freinateur de la production musculaire. Et puis peut-être que le ciseau CRISP pourra à l'avenir nous aider aussi dans ces thérapies cellulaires, thérapies géniques. Donc il y a beaucoup d'inconvénients avec beaucoup de risques quand même. Ah, je suis le seul à avoir fait ça. Beaucoup de risques avec la thérapie génique. Bien sûr, c'est souvent irréversible. Le gène peut se positionner de manière anormale. Il peut y avoir des réactions allergiques aux protéines produites, en particulier pouvant aller jusqu'au choc anaphylactique. Quelquefois, le virus que vous avez injecté, pas suffisamment inactivé, va devenir effectif. Et puis, il y a le risque tumoral donc, de toutes ces thérapies. Et en ce qui concerne en tout cas la détection, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera quasiment impossible, puisque pour détecter un gène exogène, eh bien, il faut un prélèvement tissulaire. Donc, en terminant, il faut revenir sur Terre. Il doit me rester plus de minutes, mais ça ne fait rien. Je voulais, comme j'aime bien les polémiques, je voulais juste vous dire un mot sur les cocktails protéinés qui, justement, ont animé les polémiques dans les derniers mois. Chez un adulte en bonne santé, la prescription, enfin, la normale est de 0,83 g kg jour. Le maximum toléré, c'est 2,20 g kg jour, donc 220 grammes pour nos athlètes pratiquant des activités à forte composante musculaire. Ce qui s'est passé, c'est que ce 220 grammes jour a été considéré non pas comme le maximum par pas mal de gens, mais comme une moyenne. Et donc, évidemment, il y a eu une polémique ces derniers temps, sachant que 220 grammes jour, c'est la limite d'une bonne tolérance hépatique et rénale. Et puis, il faut savoir que ces cocktails sont très acidifiants, diminuant l'immunité, augmentant l'inflammation. Ils peuvent avoir un risque de cétose au niveau entraînant fatigue, crampes, hypotension. Ils peuvent diminuer donc le potassium avec risque arythmogène chez des sportifs qui sont déshydratés. Et puis il y a des fuites calciques avec crampes musculaires et donc qui vont un peu dans le sens inverse de l'objectif. Donc le dopage du futur, que sera-t-il? Vous avez vu moins être contrôlé tout en polyconsommant, de plus en plus de biotechnologie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup d'effets secondaires. On ne sera pas mieux loti dans le futur que dans le passé. On ne sait pas encore lesquels seront là. Je vous remercie.